Bonjour, donc je vais commencer ce cours de radioastronomie. Donc l'idée c'est dans cette petite heure qu'on va passer ensemble de faire une introduction très générale sur les concepts de radioastronomie, en étant quand même assez rapide, mais en essayant de couvrir un petit peu l'essentiel du champ que cela représente. Donc je vous montre ici dans ce premier transparent, ce que vous pouvez voir c'est l'opacité de l'atmosphère en fonction de la longueur d'onde. Donc vous avez ici la longueur d'onde en axe des X, et puis vous avez ici en axe des Y l'opacité. Vous pouvez voir le domaine visible, qui est visible par l'œil. Et puis nous, on va s'intéresser au domaine de la radioastronomie, donc qui est du domaine qui est après les infrarouges, on va dire à partir du domaine millimétrique jusqu'à domaine métrique, centimétrique et puis métrique, décamétrique. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que finalement, l'opacité de l'atmosphère est très faible, elle chute, et donc on peut observer depuis le sol très facilement, sans être gêné du tout par l'atmosphère, quand on est au-delà d'une longueur d'onde de quelques centimètres. Vous voyez aussi que dans le domaine millimétrique, vous avez des régions qui sont plus favorables à l'observation. Dans le graphe ci-dessous, vous avez une représentation donc, des télescopes télescopes radio qu'on peut mettre depuis le ciel et qui ne seront pas gênés par l'atmosphère. Vous voyez que les télescopes optiques ici sont dans une bande où l'opacité est assez faible, et puis pour les autres bandes, il faudra aller dans l'espace avec des satellites pour s'extraire des effets de l'atmosphère. Donc l'avantage de la radioastronomie, c'est qu'on peut observer de jour comme de nuit dans des conditions météo qui ne sont pas forcément favorables dans d'autres longueurs d'onde, mais pour lesquelles on ne sera pas dérangé dans le domaine radio. Donc c'est ce que je vous remontre ici dans ce graphe. Vous avez ici à nouveau les fractions d'atmosphère en Y, et puis en X, vous avez à nouveau, alors j'essaie d'écrire ici, voilà les longueurs d'onde. Et puis ont été rajoutés des processus d'émission dont je parlerai un petit peu plus en détail dans ce cours. Donc, vous voyez ce qu'on appelle la radio, le domaine radio, ce sont des conventions bien sûr, mais ce sont ces longueurs d'onde-là. Donc vous avez les dénominations communes des ondes radio, les micro-ondes, et puis après vous avez l'infrarouge, l'ultraviolet, les X-rays, et puis les gamma-rays quand on monte dans les phénomènes de plus en plus énergétiques. Alors dans ce cours, je vais aborder donc effectivement je vais vous parler très rapidement de différents processus d'émission qui vont dominer le spectre électromagnétique dans le domaine radio. Je vais vous parler des émissions non thermiques, des émissions thermiques de la poussière notamment, mais il y a le CMB aussi qu'on connaît bien en émissions thermiques, et puis des raies spectrales d'émissions qui dénotent la présence d'atomes ou de molécules dans le milieu qu'on observe. Alors les émissions non thermiques, vous avez sans doute entendu parler de ces processus d'émission dans des cours plus généraux d'astronomie. Je vais passer quand même très rapidement là-dessus. Le phénomène de synchrotron, donc vous avez une particule chargée qui va tourner autour, vous voyez ici, de lignes de champ. Et ça va émettre un rayonnement dans le domaine radio qui a une forme caractéristique. Le spectre en fait, d'émission, vous voyez, dépend comme une puissance de la fréquence ici. Alors qu'est-ce qui émet ce type de rayonnement? Ce sont des phénomènes ce sont des sites, des lieux qui sont magnétisés, il y a des présences de champs magnétiques, il y a aussi beaucoup de particules chargées. Et l'exemple caractéristique qu'on trouve très fréquemment, ce sont les émissions autour des noyaux actifs de galaxies, les AGN. Donc, ce sont des disques d'accrétion autour des trous noirs galactiques. On sait que quasiment toutes les galaxies possèdent un trou noir dans leur centre. Et un disque d'accrétion qui se met en place autour de ces trous noirs supermassifs. Et des jets sont émis de particules chargées. Et ce sont ces jets qui vont émettre en radio. Vous pouvez voir ici des jets radio, et puis qui vont ensuite s'évaser dans le milieu environnant pour former ces formes de champignons. Et puis ces structures qu'on voit donc ici à 90 cm, ici à 2 cm, ici à 20 cm. Donc vous vous souvenez, le spectre du synchrotron, lorsqu'on va observer à différentes longueurs d'onde, on va voir des structures qui sont différentes.
mais qui proviennent du même phénomène physique. Alors il y a également le Bremsstrahlung, ce qu'on appelle aussi le rayonnement free-free. Free-free parce que c'est un rayonnement qui implique deux particules chargées. Ici c'est un électron et un proton. Et le passage ici d'un électron à côté d'un proton va dévier la trajectoire d'une particule, va être accélérée ici. Et vous avez également émission d'énergie qui est proportionnelle à la perte d'énergie due au passage d'une particule chargée à côté d'une autre particule. Et vous avez ce spectre caractéristique, encore une fois, en fonction de la fréquence, toujours dans des domaines de longueur d'onde radio. Vous avez toujours ici le spectre d'émission. Vous voyez que sa forme est différente de celle du synchrotron. Vous voyez aussi que vous avez un coude ici avec un changement de forme qui est caractéristique en fait, du milieu qu'on observe. Les particules ne vont pas avoir le même rayonnement selon que le phénomène se produit dans des milieux qui sont plus ou moins denses. Dans un milieu optiquement épais avec plus de densité ou dans un milieu optiquement mince qui sera moins dense. Et alors ça, ce rayonnement free-free, on l'observe dans des environnements où il y a de la formation d'étoiles. Donc vous voyez ici des régions de formation d'étoiles dans notre Voie lactée, dans la Milky Way. Et vous voyez ici en code couleur du rayonnement free-free, donc des particules chargées qui sont émises par des explosions d'étoiles massives. Alors je vous montre ici et maintenant ces rayonnements synchrotrons. Vous voyez, il est ici et puis le free-free qui est ici. Superposés. Vous avez en réalité ce que vous voyez ici en fonction de la longueur d'onde, c'est le rayonnement de M82 d'une galaxie. Dans une galaxie, on voit différentes choses. Il y a du gaz, il y a des étoiles, il y a des particules chargées, et tous ces phénomènes dans la galaxie peuvent être identifiés grâce à leur processus de rayonnement. Et donc, lorsqu'on observe en fonction de la longueur d'onde, en tout cas, vous voyez dans le domaine ici, on va dire radio, on va considérer que c'est par ici à peu près, un petit peu plus loin en vérité. Eh bien, vous allez voir cumuler ce spectre ici, cette émission continue, enfin une émission ici de la galaxie avec les points de mesure. Vous avez des points de mesure partout. Je vais retirer ça pour que ce soit plus clair. Tac. Eh bien, ces points de mesure, on peut les ajuster par des modèles de processus de rayonnement. Ici, vous avez une composition de rayonnement synchrotron, de rayonnement free-free, et ici d'un rayonnement thermique, d'un rayonnement de corps noir. Je vais vous détailler ça dans les transparents suivants. Donc, vous voyez ici un ajustement de la partie basse fréquence par un processus qui est du synchrotron. Donc, vous avez le synchrotron qui domine dans les fréquences très basses. Et puis ensuite, vous voyez que le processus dominant, c'est une composition entre le rayonnement free-free, ici, et puis le rayonnement thermique, l'émission thermique de la galaxie. Vous voyez ici le rayonnement free-free. Donc le synchrotron émis, je vais revenir sur le transparent précédent, par des rayons cosmiques ou par des électrons relativistes qui sont accélérés dans les chocs des supernovas. C'est ça qui va produire ce rayonnement synchrotron. Donc, ce sont les régions de formation d'étoiles qui produisent cette émission. Ici, le rayonnement free-free, encore une fois, qui trace également des régions de formation d'étoiles, des étoiles massives. Et puis, le dernier rayonnement, qui est le rayonnement thermique, c'est le rayonnement du corps noir. C'est la poussière, en fait, qui est chauffée par les étoiles jeunes et massives, et qui va chauffer la température, la poussière à une certaine température, et qui va produire ce rayonnement de corps noir. Ce rayonnement de corps noir, dont je vais parler maintenant un tout petit peu plus en détail. Donc, vous reconnaissez ici la loi de Planck, où vous avez encore une fois la brillance de surface ici en fonction de la fréquence. Et ce que vous pouvez voir, eh bien, vous avez la longueur d'onde, il me semble, en haut, voilà, les longueurs d'onde qui augmentent dans ce sens-là. Ce que vous voyez, c'est que à basse fréquence ici, eh bien, vous avez ce rayonnement de corps noir. Alors, je vais un tout petit peu vite, mais vous avez un rayonnement de corps noir ici, et les différentes courbes de corps noir dépendent uniquement, en fait, d'un paramètre qui est la température du corps noir. Donc, vous voyez que les corps noirs qui tracent des milieux qui sont très chauds
vont piquer plutôt à, on va dire, haute fréquence, et les milieux qui sont plutôt froids vont piquer plutôt à basse fréquence, à basse température, pardon, et à basse fréquence. Donc le domaine radio, l'infrarouge ici, le domaine radio, c'est le domaine des basses températures, en tout cas dans les rayonnements purement thermiques. Alors pour obtenir ce type de courbe, eh bien on a la formule du corps noir, je ne vais pas vous la redétailler, hein, que vous connaissez, avec ici la température de brillance. Et dans le domaine de radio, eh bien, on remplit cette condition qui nous permet de faire un développement limité de la formule de Planck et qui simplifie ici la formule du corps noir dans le domaine qu'on appelle de Rayleigh-Jeans. Vous voyez qu'en fait on est proportionnel à la température. B nu c'est 2kT sur lambda 2. Et le lambda max, donc le lambda du maximum d'émission, ne dépend que de la température par cette formule. Donc vous voyez qu'à basse température, eh bien, plus IT est petit, lambda sera grand, sera à grande longueur d'onde, donc à basse fréquence, dans le domaine radio. Typiquement, ce qui est indiqué ici, c'est que quand on est à très basse température, eh bien, l'émission thermique, en tout cas, n'est pas visible dans le spectre optique ou dans l'infrarouge. Un autre exemple d'émission thermique, qui n'est pas de l'émission de la poussière des galaxies, mais c'est celle du fond diffus cosmologique, qui est en arrière-plan. Ici, vous avez, l'émission des poussières en avant-plan de la galaxie, qui sont aussi des émissions thermiques. Hein. Donc la poussière de notre galaxie qui est chauffée par les étoiles de notre galaxie, qui est en avant-plan, et en arrière-plan, vous avez le fond diffus cosmologique. Dernier processus d'émission dont je vais parler ici, les raies d'émission ou raies d'absorption. Typiquement, lorsque vous avez un milieu qui est composé d'atomes et de molécules, eh bien vous savez que ces espèces chimiques peuvent se trouver dans des états plus ou moins excités. Alors on peut schématiser ça par ici des niveaux d'énergie dans lesquels se situent les électrons de la molécule ou de l'atome donné par rapport à son proton. Et ces niveaux d'énergie, en fait, vont être plus ou moins grands. Ils vont correspondre à des transitions. Donc vous savez que les désexcitations sont quantifiées, donc les niveaux d'énergie sont quantifiés et une fréquence bien particulière, une énergie, hein, je vous rappelle, c'est h nu. Donc si on a un gap en énergie ici avec une énergie qui est quantifiée, eh bien ça va correspondre à une fréquence bien donnée. Donc une fréquence particulière est vraiment le traceur, la carte d'identité, le code barre d'une espèce chimique présente. Mais ce que je voulais vous indiquer par ce graphe ici, avec la différence en tableau avec trois entrées ici, c'est que les transitions plus énergétiques vont se voir plutôt dans des raies qui sont visibles dans l'optique ou dans l'UV. Ensuite, c'est pour les transitions des électrons, les transitions électroniques. Les vibrations des molécules, elles, vont se voir ou les revibrations dans le domaine infrarouge. Et dans le domaine radio, en fait, ce qu'on va voir, c'est les transitions rotationnelles des molécules qui sont à faible énergie. Et donc, on va les observer dans les domaines des basses fréquences, dans le domaine radio. Je vous montre ici une molécule qui a été observée, une molécule qui est très courante dans le milieu interstellaire, c'est la molécule de dioxyde de carbone, la molécule de CO. Ici, vous avez la transition 3,2, donc c'est un niveau un petit peu élevé de la molécule de CO, qui est observée avec une antenne unique, hein, un single dish télescope. Vous avez une source qui va émettre ici, et puis il se trouve qu'il y a du CO là-dedans. Et quand on l'observe, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit une raie de CO à la fréquence du CO, qui est la fréquence caractéristique du CO. Le CO10 est à 115,271 GHz. Donc à J égale 3, on est à 3 fois au-dessus en fréquence. Donc si vous observez à cette fréquence d'environ 345 GHz, eh bien si vous détectez de l'émission, c'est que cette espèce est présente dans le milieu que vous observez. Alors ce type de molécule, eh bien, on en observe beaucoup. On observe beaucoup de molécules dans le milieu interstellaire.
dans le domaine essentiellement quand même, dans le domaine du gigahertz. Hein. On est dans le domaine millimétrique. Le domaine millimétrique, en comparaison du domaine centimétrique, vous avez vu qu'on dans le domaine radio, on va couvrir le millimétrique, centimétrique, millimétrique, le centimétrique, le métrique, décamétrique. Donc le domaine millimétrique, c'est vraiment le milieu, c'est les longueurs d'onde où vont rayonner les molécules grâce à leur justement niveau de rotation en particulier. Et vous voyez ici donc un spectre avec des espèces identifiées par leurs fréquences caractéristiques. Évidemment, ces fréquences sont des fréquences au repos, mais si un nuage de gaz possède toutes ces molécules et qu'il est en mouvement, par rapport à un observateur ici le long de la ligne de visée, eh bien, vous voyez que, en fait, si je fais la projection de cette vitesse ici, le long de la ligne de visée, eh bien, toutes ces molécules, par effet Doppler, vont avoir une fréquence qui va être décalée. Donc le fait d'observer des transitions moléculaires avec une bonne résolution spectrale, c'est-à-dire en identifiant très bien la fréquence d'émission, permet non seulement de mettre en évidence la présence de ces espèces dans le milieu qu'on observe, dans le milieu interstellaire, mais si on mesure un décalage en fréquence par rapport à leur fréquence au repos, leur fréquence attendue, eh bien on est capable de mettre en évidence la dynamique, la vitesse de ce nuage dans lequel on observe les espèces en question. Donc je résume ici dans ce petit tableau ce dont j'ai parlé vraiment très rapidement. Hein. Dans le domaine métrique, centimétrique et millimétrique, on observe des raies d'émission et du continuum, des phénomènes non thermiques comme le free-free ou le synchrotron. On observe des phénomènes thermiques ici comme l'émission, par exemple, thermique de la poussière, froide, bien sûr, c'est de la poussière relativement froide. Et dans le domaine millimétrique, on va observer également des transitions moléculaires, des raies de recombinaison, et puis de la poussière un peu plus chaude. Alors quand je vous parlais ici de la distinction entre le domaine millimétrique et centimétrique, vous voyez que vous avez quelques espèces ici, mais surtout l'hydrogène atomique qui peut être observé dans le domaine centimétrique. Dans le domaine millimétrique et submillimétrique, alors là il y a un petit peu un overlap entre les deux, hein, le millimétrique est ici. On a tendance aujourd'hui à plutôt mettre le millimétrique avec le centimétrique, avec le submillimétrique, pardon. Donc ces molécules vont passer par ici et l'espèce qui domine vraiment les observations qu'on fait dans le domaine centimétrique, c'est l'hydrogène atomique. Alors je vous montre justement ce qu'on peut observer quand on observe l'hydrogène atomique. Alors je vous en parlerai beaucoup plus dans d'autres vidéos sur lesquelles on parlera de comment observer l'hydrogène atomique dans notre galaxie. Mais très brièvement, donc, on va observer la transition hyper fine de l'hydrogène atomique à 21 cm, donc à 1420,4 MHz. Ça, c'est une image optique d'une galaxie, très bien, qui a été observée avec un télescope optique. Donc voilà ce qu'on voit. Et maintenant, si on utilise un télescope radio, une antenne radio, qui est réglée avec un récepteur à 21 cm, on va essayer de détecter l'émission du gaz atomique. Et voilà ce qu'on observe. On voit qu'en bleu, le gaz atomique est réparti de façon, comment dire, pas homogène dans cette image, mais beaucoup plus étendue et domine complètement en fait l'extension de la structure de la galaxie. Donc vous voyez que la galaxie, à grande échelle ici, en tout cas sur cette image, elle contient énormément de matière sous forme de gaz atomique, qui n'était pas du tout visible lorsqu'on ne regardait que les étoiles. Donc la galaxie n'est pas comme ça. Vous voyez qu'il y a une, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une lumière diffuse très, très faible ici qu'on voit en optique, parce qu'effectivement il y a un petit peu d'étoiles. C'est très difficile de le voir en optique, alors que si on regarde dans le domaine radio, eh bien, ces bras spiraux, on les détecte vraiment très bien. Ces bras spiraux dans lesquels, évidemment, vont se former les étoiles, puisque l'intérêt d'observer du gaz, c'est que c'est dans ce gaz que vont se former les étoiles. Alors un autre exemple ici, vous avez encore une fois une image de galaxie, en optique, vous avez deux galaxies. Donc c'est des images ici en photométrie, vous n'avez pas d'indication particulière de leur distance relative, vous ne savez pas si ces galaxies sont
dans un groupe ou si elles sont en projection dans le même champ de vue mais qu'elles sont à des distances très différentes. En revanche, lorsqu'on observe dans le domaine radio le gaz atomique, voilà ce qu'on observe. Donc je vais remontrer l'image d'avant. Vous voyez qu'il y a un troisième objet ici, vous avez 3 galaxies. Et en fin de compte, le gaz, vous retrouvez les 3 galaxies ici, et vous voyez que le gaz atomique se retrouve réparti de façon beaucoup plus étendue dans la galaxie principale, mais vous voyez que ce gaz a aussi été arraché par les galaxies qui sont proches. Et donc ce que vous observez, vous êtes le témoin en H1, là, en gaz atomique, de l'interaction entre les galaxies qui perturbe violemment le contenu en matière, en gaz en tout cas, des 3 différents composants de ce petit ensemble. Alors plus récemment, il y a plusieurs gros projets qui ont été menés. Je vous en cite un pour vous donner un exemple, ce projet THINGS qui visait à observer le gaz atomique à 21 cm dans des galaxies proches. Et ce que vous voyez en code couleur ici, vous avez ce fameux hydrogène atomique en bleu, vous avez les vieilles étoiles en orange, on va dire, et puis ici l'UV qui va tracer les étoiles massive et plus jeune que ce qui est tracé en orange. Et ce que vous pouvez voir, encore une fois, c'est que si vous regardez le gaz, il est beaucoup plus étendu et vous voyez des structures que vous voyez beaucoup moins bien si vous ne regardez que les étoiles. Donc, ce sont vraiment des domaines de longueur d'onde complémentaires qui vous permettent de voir des choses à la fois différentes et pourtant très liées, parce qu'encore une fois, c'est dans le gaz que vont se former les étoiles. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Je vais encore une fois passer très vite, mais on peut faire beaucoup de choses en observant les transitions moléculaires, les différentes espèces qui sont présentes dans le milieu interstellaire. On peut faire de l'astrochimie, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre les relations chimiques qui peuvent exister entre les différents éléments et comment se forme et se complexifie la matière dans le milieu interstellaire. Et cette fabrication de la complexité moléculaire est très intéressante parce que c'est une des questions fondamentales que l'on se pose. D'où viennent les molécules complexes, à partir desquelles nous sommes formés? Est-ce qu'elles sont formées dans l'espace? Jusqu'à quel point de complexité? On peut voir des espèces moléculaires très complexes déjà dans le milieu interstellaire. Et je vous incite à aller faire un tour sur ce site internet qui référence. Donc je vous ai mis 150 molécules. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a encore plus que ça, parce que c'est évidemment des observations qui sont très intéressantes. Je vous résume ce que je vous disais dans ce petit graphe ici, qui est un graphe qui est souvent repris, un graphe du cycle de la matière, qui vous résume de façon un peu schématique, mais assez pertinente, je trouve, comment se transforme la matière. Donc si on va partir d'un point donné, qui est ici un nuage de gaz, donc c'est celui qu'on observe, par exemple en hydrogène atomique. Bien, ce gaz, je vais rajouter une petite étape ici, en fait, ce gaz peut se concentrer et former des molécules, comme je vous le montrais tout à l'heure. En tout cas, à partir d'un nuage de gaz atomique, on peut former un gaz de nuage moléculaire qui va avoir une densité plus grande. Et ces nuages qui sont à plus grande densité peuvent se refroidir. Et s'ils se refroidissent, ils vont s'effondrer pour former des étoiles. Donc c'est vraiment dans ces nuages moléculaires, dans le gaz froid, que vont se former les étoiles. Ces étoiles elles-mêmes vont avoir un cycle de vie. Elles vont, vous le savez, transformer des éléments simples en éléments plus complexes. Et puis, à la fin de leur vie, elles vont exploser. Pour générer des objets différents selon leur masse initiale. Les étoiles plus ou moins massives vont finir ou bien en nébuleuse planétaire, ou bien en supernova, en trou noir ou en pulsar. Mais de toute façon, elles vont éjecter beaucoup de matière qu'elles ont complexifiée tout au cours de leur vie, dans leur cœur. Cette matière va se retrouver à nouveau dans le milieu interstellaire et va se condenser le long de filaments, par exemple, qu'on peut voir ici, pour former à nouveau des associations de nuages dans lesquelles la matière va à nouveau se concentrer pour former des cocons dans lesquels les étoiles pourront se former. Donc il y a un cycle comme ça de la matière interstellaire. Et quand on observe dans le domaine millimétrique et submillimétrique,
et dans le domaine centimétrique aussi, on observe les nuages de gaz. Donc on observe cette partie, si vous voulez, supérieure de la matière dans laquelle vont se former les étoiles. Très bien, donc je vais passer à une deuxième partie maintenant de cet exposé où je vais vous évoquer de façon vraiment extrêmement rapide, je vais donner quelques mots sur l'histoire de la radioastronomie. Donc ce n'est pas du tout ma spécialité, alors je vais passer très vite. J'ai relevé uniquement 3 dates. La première date, on peut la considérer un peu comme les tout débuts, la naissance de la radioastronomie, où Karl Jansky, qui a donné son nom à l'unité qu'on utilise maintenant quand on travaille, quand on observe des flux dans le domaine radio, parce qu'ils sont extrêmement faibles, détecte un signal qui est dans le ciel et qu'il comprend être en fait l'émission de la Voie lactée. C'est la première détection d'un signal extragalactique dans le domaine radio de notre Voie lactée. La première carte, en réalité, est effectuée quelques années plus tard quand même, par Weber en 1937. Et vous voyez cette image du plan galactique. Donc ce que vous avez ici en abscisse, c'est la longitude galactique. On y reviendra plus tard, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. La longitude galactique. Et ici, la latitude galactique. Donc vous êtes hors du plan galactique, et puis ici vous êtes dans le plan galactique. Et puis ce sont des angles, donc vous avez la galaxie. Ici vous avez le centre galactique. Et puis vous retournez la galaxie et l'anticentre est à moins 180 degrés. Et donc vous avez ici la première carte de la galaxie. Donc, je vous montre ça parce que avec les petites antennes radio qu'on a, avec lesquelles on pourra faire les TP, eh bien l'idée c'est de faire ce type de cartographie de l'émission de l'hydrogène atomique dans notre Voie lactée. Alors en France, eh ben, quand est-ce que la radioastronomie a vraiment connu son âge d'or et enfin en tout cas beaucoup d'activités? C'est autour des années 50, après la guerre, avec l'utilisation des antennes radio, le recyclage en quelque sorte des antennes radio, et l'observatoire, la construction de l'observatoire de Nancy, que vous pouvez sans doute aller visiter. Je vous incite à le faire, c'est assez impressionnant. Il y a des instruments historiques et encore en fonction, des grands radiotélescopes qui fonctionnent encore pour faire de la science, notamment l'observation des pulsars par exemple. Donc ça, c'était dans les années 50. Alors, quelques mots, un petit peu de technique quand même sur ces antennes radio. Donc une antenne radio, fonctionne comme un télescope, vraiment rigoureusement de la même manière. On va voir ici une antenne, mais qui ne va pas forcément être une antenne unique ou pleine, en tout cas comme un miroir, puisqu'on observe des longueurs d'onde qui sont beaucoup plus grandes, donc on n'a pas besoin d'avoir des surfaces aussi pleines pour détecter le signal. C'est pour ça que vous allez souvent voir des antennes qui ont l'air d'être des grillages, ou en tout cas des paraboles un peu grillagées. Donc le signal astronomique vient du ciel, le ciel est ici, vient converger ici au foyer, et puis vient dans le récepteur. Ça, on se retrouve à l'intérieur de la cabine récepteur. Vous avez ici une photo d'une cabine récepteur. Si je me souviens bien, ça doit être le télescope de 30 mètres de l'IRAM, il me semble. Je ne suis pas sûr, c'est peut-être une des antennes du plateau. Donc en tout cas, vous avez ici ce récepteur avec ici, vous avez un cornet qui va faire rentrer le signal dans le récepteur. Vous avez une première partie qu'on appelle le front-end, qui est vraiment la détection du signal, le couplage du signal. Et puis ici, le back-end, où vous allez avoir les processus d'intégration qui vont vous permettre, grâce à des spectromètres ou des autocorrélateurs, d'avoir le spectre de puissance, c'est-à-dire ce que vous voyez tout à l'heure, le flux en fonction de la fréquence. Donc front-end, back-end, encore une fois, fait un tout petit peu différemment. C'est juste pour vous parler d'oscillateur local que je vous ai mis ce transparent. Donc vous avez encore une fois le champ incident qui arrive ici, qui est amplifié, enfin qui est filtré d'abord, qui est amplifié. Et puis vous avez un mixeur ici. C'est une partie un petit peu caractéristique de ce qu'on fait dans le domaine radio. On mixe quoi? On mixe le signal qui arrive ici avec un oscillateur local. Et l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est grâce à ce mixage, de faire une conversion, une down conversion, de convertir à plus basse fréquence
le signal qu'on observe à haute fréquence ici. Comme ça, on va se retrouver avec une chaîne électronique qui va pouvoir traiter du signal qui a été baissé en fréquence et donc qui est plus facile à traiter, de façon, je veux dire, avec des composants électroniques. Donc ensuite, vous avez la chaîne électronique ici, avec différents amplificateurs à la fréquence intermédiaire, et puis l'intégrateur ici, qui est plutôt le back-end, à ce niveau-là. Je marque back-end. Voilà, donc ce principe de conversion, encore une fois, sans rentrer dans les détails, c'est ce qu'on appelle le principe hétérodyne. L'idée, qu'est-ce que c'est? C'est que, bien, comme je vous disais tout à l'heure, on a un signal source qui est ici, on a un signal d'oscillateur local oscillator, et puis ici on a un signal mélangé. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, quand on fait cette somme quadratique ici, on se retrouve avec des produits. Et si on se souvient de ces formules de cosinus, eh bien, en fin de compte, on va se retrouver avec des signaux qui oscillent, mais qui oscillent à des fréquences qui sont les différences entre la fréquence source et la fréquence de l'oscillateur local. Donc on est capable, en fait, grâce à cette fréquence intermédiaire de mixage, d'avoir, de l'oscillateur local, on aura la fréquence intermédiaire et puis on aura deux bandes, la bande lower, la lower sideband et la upper sideband, où on a donc notre signal à haute fréquence qui a été descendu à basse fréquence dans deux bandes, la lower et la upper sideband. Et ces deux bandes ici, on peut les filtrer plus ou moins en fonction des gains qu'on va appliquer grâce à l'électronique qu'on construit. On va pouvoir avoir des modules qui récupèrent ou bien ces deux bandes, c'est du DSB, du double sideband, ces deux bandes, ou bien on va récupérer que la LSB ou bien que la USB en fonction des choix qu'on fait dans l'électronique qu'on construit et du prix des récepteurs. Donc ensuite, une fois qu'on a détecté le signal, qu'on l'a converti à plus basse fréquence, qu'on l'a filtré, amplifié, etc., eh bien, on va l'intégrer pour avoir ici le spectre de puissance. Donc on a un signal temporaire qu'on va transformer en un signal en fréquence. Et on fait ça avec des spectromètres. Donc il y a différentes méthodes pour faire ça, des banques de filtres, des autocorrélateurs, des spectromètres à transformer de Fourier. Et l'idée, c'est de se retrouver donc ensuite à partir du signal temporaire avec un signal en fréquence ici, où on a vraiment le spectre de puissance, ici, qu'on va observer. Et un des grands avantages, c'est qu'on aura une résolution spectrale qui peut être extrêmement grande. Ça veut dire qu'on a une précision en fréquence, ici, là, les échelles de fréquence. Le degré de détail dans les fréquences, le binning en fréquence, va être très petit. On a une très grande résolution. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, vous vous souvenez que des décalages en fréquence sont dus à des décalages en vitesse de la source émettrice par effet Doppler. Donc ça veut dire qu'on va être sensible à des effets dynamiques fins, à des changements de vitesse faibles des sources qu'on observe. Et bien ces faibles changements de vitesse pourront être détectés grâce à la grande résolution spectrale vous voyez qu'on a sur ce type d'instrumentation. Alors quelques mots sur le principe de température d'antenne et d'antenne en général. C'est un petit peu technique, mais je voulais quand même au moins l'évoquer. Donc on va considérer qu'une antenne, elle peut être vue comme une résistance R qui émettrait une radiation, un rayonnement, avec une puissance P égale kTA. Vous connaissez ici une énergie, la kTA. Et TA, c'est ce qu'on appelle la température d'antenne, TA. D'accord? Donc attention, ce n'est pas une température physique, c'est la température qu'aurait une résistance qui émettrait cette puissance. Donc vous avez ici ce schéma, vous avez l'antenne qui est équivalente à cette résistance qui est reproduite ici. Donc vous observez le ciel, et finalement vous pouvez simplifier, vous pouvez schématiser votre antenne comme une sorte de transition, une boîte noire en fait, qui va vous transformer, qui va vous faire le lien entre l'énergie du champ électromagnétique qui est transporté, qui vous arrive de la source, et qui va générer un courant électrique dans un circuit électrique dont la puissance est équivalente à kTA. Voilà. Donc vous avez ici un champ électromagnétique qui est émis.
Et son rayonnement, son champ de rayonnement, va être observé ici sous la forme d'une température kTA grâce à cette antenne qui transforme, qui réagit comme une résistance. Ça, c'est le principe des antennes. Alors comment est-ce qu'on relie la température d'antenne au champ de rayonnement ou au rayonnement de la source qu'on observe? Eh bien, on le relie comme ceci. Donc, comme je vous l'indiquais, on va définir TA comme la température d'antenne, qui est la température qu'aurait une résistance qui délivrerait cette même puissance, kTA, d'accord, densité de puissance. Alors comment est-ce que c'est relié? On va relier ça en fait à une brillance de surface, mais d'un corps noir. On va supposer que les sources émettent comme des corps noirs. Peu importe si ce sont comme je vous ai montré tout à l'heure, du free-free ou du synchrotron, on va relier, on va considérer que la source qui émet est un corps noir. D'accord? Donc si on est dans le domaine de Rayleigh-Jeans, vous vous souvenez que le corps noir se résume ici, on peut faire un développement limité, et on a B de nu, c'est 2 kTb sur lambda 2. Maintenant, si on regarde le petit schéma qui est ici, on a oméga qui est l'angle solide vu depuis la source. Donc vous voyez ici que la surface de la source est oméga d. Et l'angle de solide du radiotélescope, c'est oméga a. C'est AEF. On va définir AEF comme la surface équivalente du télescope divisée par d carré. Et donc la puissance qu'on collecte, c'est B de nu, qui est émise, c'est l'émission du corps noir émis par la source, d'accord, qui est dans cette unité-là, d'accord. Et on va multiplier par la surface de la source. On va l'intégrer sur oméga, qui est l'angle solide en stéradian de l'antenne, et on va l'intégrer sur la fréquence également, pour du coup se retrouver avec des watts par hertz. Bon, ici, si j'ai des watts par hertz, c'est-à-dire que je garde le d nu ici. Donc si on remplace ici dans cette formule, on voit que notre 2 kT oméga sur lambda 2, on va remplacer AS par oméga d. On va remplacer ici oméga A par AEF sur d carré. Et on se retrouve avec quoi? Avec ici 2 kTb oméga source sur oméga A. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est 2 kT oméga source fois oméga A. Donc finalement, ce qu'on a ici, en reliant ces deux équations, c'est que la température de la source, vous voyez, on n'a que 2 kTb fois oméga source, c'est égal à 2 kTA oméga A. Donc finalement, la température de la source, la température de corps noir de la source, c'est la température d'antenne qu'on mesure, c'est ça notre mesure, multipliée par le rapport de l'angle solide de notre antenne sur l'angle solide de la source. Tb, la température de corps noir, c'est Ta, ça c'est ce qu'on mesure, multiplié par oméga A, ça c'est une propriété de notre télescope qu'on connaît très bien, sur oméga source. Ça veut dire qu'il faut qu'on connaisse la taille de la source pour bien connaître la température. Sinon, on aura une incertitude sur la température si on ne connaît pas la taille de la source. Donc vous voyez que ce qu'on va mesurer, quand on mesure ici une température d'antenne, eh bien, si on suppose que la taille de la source c'est oméga A, si oméga S égale oméga A, donc si je vais l'écrire ici, si, hop là, attendez, je crois que je vais devoir effacer un petit peu. Bon, je vais le dire, si oméga S égale oméga A, on va supprimer ici. Oméga S égale oméga A, ça veut dire que la source a la taille de l'angle solide de l'antenne, d'accord? À ce moment-là, la température qu'on mesure, eh bien, c'est la température, c'est une température de corps noir, d'accord, qu'aurait la source si elle avait la taille du beam de l'antenne. Donc on va supposer que ça implique en fait que les processus de rayonnement qu'on observe
ont une température équivalente en corps noir. Alors je vais le dire différemment parce que je pense que c'est une notion qui n'est pas forcément facile à accepter. On va faire comme si les processus, on va rapporter les processus d'émission à des processus de corps noir. Peu importe le processus d'émission, on va caractériser l'émission en température de corps noir, comme si ces phénomènes émettaient comme des corps noirs. Et donc les températures qu'on mesure, ce sont des températures équivalentes corps noir. C'est la température qu'aurait un corps noir si il émettait la même quantité d'énergie dans l'angle solide de l'antenne. Et c'est ça qui est résumé par cette formule qui est ici. Alors je vais conclure ici sur les phénomènes d'émission radio. Donc les radiogalaxies, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel quand on observe en radio? Eh bien on voit des radiogalaxies, c'est-à-dire des galaxies avec des AGN et puis qui émettent ces grands jets radio dont je vous ai parlé au début. Du H1 dans les galaxies, vous vous souvenez, vous aviez vu ici les galaxies en étoiles et puis le H1 qui était beaucoup plus grand. Mais on peut voir aussi, je ne vous en ai pas parlé, les magnétosphères des planètes, des quasars, la radiation du corps noir, on a à peine évoqué, des pulsars, des atomes et des molécules, j'en ai à peine parlé. C'est tout un domaine de recherche. Et puis également la poussière, évidemment. Vous en avez peut-être entendu parler avec les satellites Herschel, par exemple, qui accompagnaient le satellite Planck, qui observait le fond diffus cosmologique. Alors je voudrais conclure avec encore quelques transparents ici sur une des caractéristiques qui différencient le domaine radio du domaine optique, c'est la taille des antennes et tout simplement à cause du fait que eh bien, si vous voulez avoir de la résolution spatiale, vous savez que la résolution spatiale elle est liée au phénomène de diffraction, donc au diamètre ici de l'antenne. La résolution spatiale, c'est la capacité d'un instrument optique à séparer des détails, des éléments fins en espace. Et donc cette résolution spatiale, cet angle en fait que vous pouvez séparer, cette résolution angulaire, eh bien elle dépend uniquement en fait de la longueur et du diamètre de l'ouverture que vous utilisez. Donc vous voyez que comme on est à très basse fréquence, eh bien on est à très grande longueur d'onde. Donc 21 cm, c'est très grand par rapport à de l'optique. Donc si vous voulez avoir des résolutions spatiales qui sont correctes, eh bien pour avoir un lambda sur d petit, il va falloir avoir un d qui est très grand. Donc on construit, vous allez voir des télescopes radio, en général c'est des outils qui font, donc vous avez ici 30 mètres pour l'antenne qui se trouve en Espagne et qui observe dans le domaine millimétrique. Donc c'est moins caractéristique c'est moins problématique dans le domaine centimétrique, un ordre de grandeur quand même. Vous avez une antenne de 50 mètres ici au Mexique. Ici, vous avez le Green Bank Telescope qui observe dans le domaine centimétrique cette fois-ci. On peut faire du H1 à 21 cm. Et donc là, le diamètre de l'antenne, pour avoir une résolution spatiale en lambda sur d décente, c'est 100 mètres. Donc on doit faire des structures, vous voyez la taille d'un véhicule ici, d'une voiture, des structures de 100 mètres, un stade de foot avec le secondaire qui est ici. Vous avez aussi l'exemple d'Arecibo, où là c'est encore plus grand, 300 mètres, 3 stades de foot en diamètre du télescope avec le secondaire qui est ici. Vous reconnaissez Arecibo qui est creusé dans un site naturel, dans un cratère. Vous voyez la taille des véhicules ici pour vous donner la proportion de les dimensions de ces radiotélescopes. Évidemment, des structures monolithiques supérieures à 100 mètres, c'est très difficile à construire, on ne sait pas trop faire. Donc pour avoir des résolutions plus grandes, il faut faire autre chose, il faut faire de l'interférométrie. Et c'est pour ça que je voudrais vous passer quelques transparents maintenant sur le principe d'interférométrie, en allant un peu vite, hein, bien sûr, parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais au moins pour aborder un peu ce sujet. Donc, pour vous donner des ordres de grandeur, Arecibo, je vous ai dit 300 mètres, à 21 cm, ça fait une résolution de 2 arcs-minutes seulement. 100 mètres à 3 cm, c'est 1 arc-minute. C'est vraiment, pour le domaine centimétrique, c'est très bien, mais c'est des résolutions qui sont quand même, en comparaison de l'optique, où Hubble peut vous faire 0,2 arc-seconde de résolution, vous voyez que arc-seconde, hein, pas arc-minute, 60 fois plus petite, on est 600 fois là, c'est vraiment, c'est pas du tout, on ne voit pas le même degré de détail. L'œil humain, voilà, la longueur d'onde typique de l'œil humain. Et donc, dans le domaine millimétrique, ici on est à 0,8 mm, eh bien il faut construire des interféromètres.
interféromètres 14 km de ligne de base. Et là, ça peut vous permettre d'obtenir des résolutions spatiales qui sont vraiment très grandes. Alors, principe de l'interférométrie, je vous mets un graphe ici avec des franges d'interférence. L'interférométrie, c'est finalement les interférences avec la diffraction. Qu'est-ce que ça vous dit? Quand vous prenez l'expérience des trous de Young, vous avez ici deux trous d'un diamètre A séparés par une distance D. Eh bien, la tâche de diffraction, l'enveloppe ici, elle est, en gros, la taille qui est ici, elle est déterminée par la taille de l'ouverture de chacune des antennes, chacun des trous, par A. C'est ça le fameux lambda sur D ou lambda sur A que vous voyez ici. C'est la résolution. Alors, hop là. Maintenant, les franges d'interférence qui sont ici, maintenant si on n'a pas un seul trou mais qu'on a deux trous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire interférer ces deux signaux entre eux. Et ces deux signaux vont vous créer des franges d'interférence. Et ces franges d'interférence, en fait, elles sont caractérisées par la distance entre les trous. La séparation entre deux pics, ici, c'est lambda sur D. Où D, c'est la distance entre les deux ouvertures. D'accord? Donc si on fait la même chose avec ce que j'ai ici, oui. Si maintenant j'ai ici un exemple d'interféromètre, donc c'est l'interféromètre du plateau de Bure en haut, dans les Alpes françaises, interféromètre de l'IRAM, et ici l'interféromètre ALMA, eh bien, au lieu d'avoir deux trous de Young ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 ouvertures, qui sont l'équivalent des trous de Young, mais qui sont séparées par des distances B. Donc, la tâche de diffraction qui va vous donner le champ de vue de votre antenne va être déterminé par le diamètre de l'antenne, et la résolution spatiale, elle, va varier en lambda sur B, où B, c'est la distance la plus grande distance entre les deux antennes. L'idée, c'est qu'en utilisant l'interféromètre ici, vous synthétisez un télescope d'un diamètre équivalent à B, c'est-à-dire la distance la plus grande entre les antennes les plus éloignées. Alors vous voyez qu'évidemment, cette antenne, elle n'est pas pleine ici, elle est échantillonnée. Alors ici, on n'a pas beaucoup d'échantillonnage, mais comme la Terre tourne, la position des antennes ici va changer, donc on va remplir ce télescope équivalent. Ici, avec ALMA, vous avez beaucoup plus d'antennes, vous avez une cinquantaine d'antennes, donc le télescope équivalent ici, alors mon cercle n'est pas très beau, mais bon, vous imaginez ici un diamètre équivalent à 15 km. Alors là, ici, c'est configuration compacte, c'est pas 15 km, c'est quelques centaines de mètres, ou à peine 1 kilomètre. Vous voyez que la densité est plus grande. Ici, on remplit beaucoup mieux le plan UV ici, qui va vous permettre donc d'avoir un télescope équivalent mieux échantillonné, et donc finalement une qualité d'image plus proche de l'image que vous auriez si vous aviez une antenne, un télescope plein. L'interféromètre, c'est vraiment un filtre, il va fonctionner comme un filtre spatial, il va vous filtrer des fréquences spatiales, donc on va reconstituer une image, on va considérer qu'une image, en fait, elle est constituée, on peut la décomposer en différentes fréquences spatiales, des grandes fréquences spatiales qui sont les zones homogènes de l'image, et puis les plus hautes fréquences spatiales qui vont être les détails dans l'image, et l'image totale, c'est la somme de cette décomposition. Et un interféromètre, donc ici, va filtrer des fréquences. Ici, on a les hautes fréquences avec les détails. Ici, vous avez les basses fréquences. Et quand un interféromètre est en configuration compacte, c'est-à-dire que les antennes sont proches les unes des autres, l'interféromètre va être sensible aux basses fréquences. Et quand les antennes vont être très éloignées, l'interféromètre va être sensible aux hautes fréquences. Donc on va reconfigurer les positions des antennes pour avoir des télescopes équivalents ou bien très grands qui vont être sensibles donc aux petits détails, ou bien très compacts donc qui vont être sensibles aux zones plus homogènes. Et ensuite on va faire la somme de ces différentes configurations qui vont nous permettre de reconstituer une image qui va être une image pas totalement exacte en termes de morphologie, parce qu'il va nous manquer des fréquences spatiales, mais qui va être au plus proche de l'image réelle pour un télescope équivalent qu'on ne pourrait jamais construire. Un télescope de 15 km complètement monolithique, ce serait impossible à construire.
Donc ici, vous avez quelques exemples, je vais passer très vite, vous pourrez regarder le transparent plus tard. Ce sont des interféromètres dans le domaine millimétrique et submillimétrique. Je vous ai parlé de ces deux-ci, qui sont les deux instruments de classe mondiale sur lesquels on travaille en ce moment de façon très active. Vous avez l'altitude ici, les surfaces collectrices, les diamètres des antennes et le nombre d'antennes. Et puis vous avez ici ce graphe qui vous montre la résolution spatiale, c'est-à-dire le degré de détail qu'on peut obtenir. Donc évidemment, on a envie d'aller très bas pour voir des détails dans les sources, en fonction de la fréquence. Donc je rappelle que c'est lambda sur d, donc ça dépend aussi de la fréquence. Et vous voyez qu'ici, ces fréquences, en fait, la couverture de ces fréquences dépend des récepteurs qui sont installés sur les antennes. Donc Karma, par exemple, qui n'est plus en fonction aujourd'hui, ne couvrait que ces bandes de fréquences. Vous voyez que Noema couvre ici jusqu'à quelques centaines de gigahertz, jusqu'à environ 300 GHz, et ALMA est le domaine des grandes fréquences qui sont plus difficiles à observer du sol. C'est pourquoi on utilise ALMA, qui a été construit à 5000 mètres d'altitude, là où l'atmosphère est beaucoup plus propice à observer des hautes fréquences. Alors je vais conclure avec quelques transparents pour vous montrer la puissance de cet interféromètre et ce qu'on peut gagner en augmentant la résolution spatiale, et vous montrer qu'on est rentré dans une ère aujourd'hui où la radioastronomie fait de grandes découvertes et est très prometteuse. On attend beaucoup et on a déjà reçu beaucoup de résultats d'ALMA et de NOEMA. C'est vraiment très très intéressant. Donc vous avez ici HL2, donc un disque autour d'une étoile jeune, un disque de poussière dans lequel on pense que se forment les planètes. Ça a été observé en 2000. Et vous voyez ici, ce que vous voyez, c'est ce qui a été observé dans le continuum. Donc, c'est la poussière, hein, c'est de l'émission thermique, c'est du corps noir. Et ici, vous avez la résolution spatiale. Donc, ça a été fait à différents moments, avec des configurations de télescopes qui ont varié. Donc, l'interféromètre a été utilisé en configuration compacte, puis plus étendue, puis encore plus étendue, puis encore étendue. Et vous voyez ici, entre ces différents graphes, vous avez des zooms dans les box qui vous montrent ce qu'on observe quand on passe d'un degré de détail, d'une résolution qui est ici, à ici, puis ensuite ici et ici. Donc la différence entre là et là, c'est que, si vous voulez, la taille du pixel est passée de ça à ça. Et si vous regardez, effectivement, on voit qu'un blob, hein, toujours, on n'arrive pas vraiment à distinguer. Vous voyez les 100 AU ici, l'échelle, maintenant elle est représentée beaucoup plus grande ici. Le disque, on n'arrive pas à le résoudre. On voit comme une espèce de grosse patatoïde. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Et puis en 2011, il y a encore quelques années, beaucoup de travail avait été fait avec Karma. On avait obtenu 130 milliards de secondes, donc c'est vraiment très très bien. Alors pour vous montrer le gain que je vous avais tout à l'heure, on est passé de ça à ça, entre BIMA et Karma. Et avec ce degré de détail, donc cette résolution spatiale améliorée, on est passé de ça à ça. C'était beaucoup mieux, on commençait à résoudre. Effectivement, on voit que si ça c'est la taille d'un pixel, on voit que le disque est étendu. Il y a un disque étendu, très bien. C'était drôlement intéressant, on était très 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 content d'avoir ce type d'image. Et voilà ce qu'on obtient avec ALMA. On passe à cette résolution maintenant encore, mais on gagne aussi énormément en sensibilité parce qu'on a beaucoup plus d'antennes. Donc non seulement on a de la résolution spatiale, mais en plus on peut bien l'exploiter parce qu'on a des images avec beaucoup de sensibilité dans ce degré de détail. Et voilà ce qu'on voit. Ça, c'était une des images les plus, je pense, percutantes et qui ont marqué les premières heures d'observation d'ALMA, avec cette découverte donc, de disques de débris. Vous voyez des anneaux de poussière, et on pense qu'en fait, les trous ici dans les anneaux sont dus à la présence de corps, en fait, qui, par résonance, en fait, vident des cavités ici, circulaires. Et donc, la présence de ces anneaux ici pourrait indiquer la présence de corps, en tout cas peut-être de planètes en formation dans ces disques. Donc vous voyez qu'on arrive à faire de la science complètement différente grâce à la construction de ces instruments. Et on est vraiment dans un âge d'or de la radioastronomie aujourd'hui, avec ALMA, NOEMA, et puis bientôt SKA dans un avenir proche. Donc voilà, je vous résume ici. Ça, c'était la taille du pixel qui nous permettait de voir ça. Donc rien du tout, on n'arrivait pas à résoudre, forcément, puisque c'était beaucoup plus petit. Le degré de détail obtenu, il est là, maintenant, donc avec ce petit point-là, qui est beaucoup trop gros, voilà ce qu'on observe. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut évidemment, pour avoir cette qualité, il faut de la résolution spatiale, mais il faut aussi du très bon temps, et puis il faut aussi ce que je vous appelais tout à l'heure la couverture UV, c'est-à-dire l'échantillonnage du télescope équivalent. Si vous mettez uniquement 2 antennes là-dedans, vous n'allez pas avoir la même qualité d'image.
c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'antennes qui nous permettent de bien couvrir le plan UV ici, de bien échantillonner le télescope équivalent, donc de se rapprocher d'un télescope équivalent de cette taille-là, et puis de gagner en sensibilité évidemment, puisqu'on multiplie par, on ajoute toutes les surfaces des antennes, donc on gagne en sensibilité. Voilà quelques autres exemples d'interféromètres qui existent depuis très longtemps et qui ont été améliorés ces dernières années. Le VLA, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, 27 antennes de 25 mètres de diamètre, ligne de base 36 km, même plus que ça aujourd'hui, qui fonctionne dans ce domaine de longueur d'onde. ALMA, dont je vous ai parlé, dans les Andes chiliennes, à 5000 mètres d'altitude. Et puis, dans un futur plus si lointain maintenant, le SKA, le Square Kilometer Array, qui fonctionnera dans le domaine centimétrique, construit à la fois en Afrique du Sud et en Australie, avec des designs d'antennes, vous voyez une petite voiture ici, avec des designs d'antennes qui sont différents, à la fois des tuiles, des antennes ici type un peu râteau, et puis ici des paraboles. Voilà, je vais m'arrêter là, et puis je vous retrouve dans une autre vidéo où je vous explique ce qu'on va pouvoir faire avec des antennes radio qui se trouvent à l'Observatoire de Paris. On va observer le gaz atomique dans notre galaxie et on va en déduire les courbes de rotation de notre Voie lactée et on va essayer de reconstruire les brasses.